Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT des territoires sur vos chaînes de la TNT sur TV5 Monde. Voici les titres de l'actualité. Stockage et vaccination, mobilisation en région, dans des lieux sécurisés. Les flacons de vaccins sont manipulés avec une extrême précaution. Nous avons pu y avoir accès. Nous nous rendrons à Bordeaux avec TV7 pour comprendre le processus. Mémoire de nos régions, plus de 100 000 pages provenant de la presse quotidienne régionale du début du XXe siècle vont être scannées. C'est la mémoire de nos régions qui est en voie de conservation numérique. Les équipes de Sète à Limoges ont suivi ce processus pour nous. Sapeuse pompière. Dans cette période de vœux, nous avons parfois affaire aux pompiers qui frappent à nos portes pour nous proposer leur calendrier. Une profession, un engagement plébiscité et aimé par les Français. Nous irons à la rencontre, grâce à Via Occitanie, de celles qui ont décidé de devenir sapeuses pompières au service de nous tous. Germinal, nous nous rendrons dans ce journal sur le tournage de la mini-série Germinal qui se tourne dans les Hauts-de-France. Et en pleine crise sanitaire, vous le verrez, 30 ans après le film de Claude Berry avec Gérard Depardieu et Renaud, une super production avec 2400 figurants et plus de 700 costumes. WEO Télé est allé visiter le set de ce tournage hors norme. Des chiens de traîneau, découvertes enneigées des Vosges, avec des images superbes tournées par Vosges Télévisions dans ce journal. Elles ne viennent pas du Grand Nord, mais des Vosges enneigées que nous visiterons avec nos amis les chiens de traîneau. Du fun, vous le verrez, mais aussi du spectaculaire pour vos idées de vacances en famille. Depuis la conférence de presse du Premier ministre, nous en savons un peu plus sur ce qui sera notre nouvelle vie dans les semaines qui viennent, avec ce couvre-feu bien sûr à 18h pour tous les départements de France. Vaccination, vaccins, stockage, ce sont des sujets qui nous préoccupent tous maintenant, au cœur de toutes les conversations des Français. Ces précieux petits flacons de vaccins censés nous permettre d'être immunisés. Ils sont gardés, vous allez le voir, en lieu sûr. Exemple à Bordeaux, où les vaccins destinés aux Girondins sont manipulés avec grande précaution. TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, s'est rendue pour nous sur un des lieux où ils sont stockés. Bénédicte Dohain. C'est ici que sont stockés les flacons prêts à être envoyés partout en Gironde. Des flacons à manipuler avec précaution. Chacun d'entre eux contient 5 doses de vaccin. Un vaccin à la conservation périlleuse. La durée de conservation est de 3 minutes à température ambiante. Toute la difficulté, ça va être de préparer les flacons à destination, bien sûr, des centres de vaccination installés au CHU de Bordeaux, mais aussi, bien sûr, les établissements du département à température réfrigérée, c'est-à-dire qu'il faut que ces flacons soient préparés entre 2 et 8 degrés. Conservés dans des congélateurs à moins 80 degrés, les flacons sont systématiquement accompagnés du dispositif médical nécessaire à la vaccination. Des kits préparés un par le personnel hospitalier. On est obligé de faire un double contrôle, donc c'est pour ça qu'on est effectivement comme sur une chaîne, pour éviter toute erreur, toute traçabilité, que tout soit bien respecté. Donc il y a une collègue qui prépare, on recontrôle, on empaquette et tout est recontrôlé à chaque fois, à toute la chaîne du circuit. Chaque jour, jusqu'à 4000 doses de vaccins sont préparées à la distribution, une cadence élevée dont le rythme n'est pas près de ralentir. Ça ne va que s'accélérer, puisqu'on a réellement, on a reçu les vaccins mardi, on a démarré mercredi, donc vous voyez, on n'est même pas sur une semaine complète, donc on sait très bien que ça va être crescendo. Oui. Le CHU de Bordeaux a reçu 1755 flacons, un stock visité par les députées girondines Bérangère Couillard, Véronique Amérer et Catherine Fabre. Et puis regardez ces images qui nous ont été envoyées par nos partenaires de Télépaésé et de Monaco Info, des images de vaccination qui se poursuivent. Sandrine Nègre et Thomas Adéus ont suivi le début de cette vaccination du personnel soignant monégasque, très exposé depuis mars dernier. Et en Corse, vous le voyez aussi, ce sont 1950 doses du vaccin Pfizer-BioNTech qui ont été livrées à Bastia. Après une matinée consacrée à la vaccination du personnel médical, les résidents volontaires de l'EHPAD de Toga, comme vous le voyez sur ces images, ont bénéficié des vaccins dans l'après-midi. La moitié de ces doses a ensuite pris le chemin de l'hôpital d'Ajaccio. Nous partons à présent dans la Loire, car dans l'actualité, il y a également les traditionnels vœux de début d'année pour chacun d'entre nous, mais également pour nos élus, vous le savez. À La Roche-la-Beaulière, le maire, dans l'impossibilité de présenter ses vœux dans une grande assemblée, comme ses pairs d'ailleurs, a décidé des vœux d'un nouveau genre et en musique. Cécile Ercilia de TL7, Télé Loire 7, l'a accompagné en swingant.
Pour la playlist, voyez avec le maire. Depuis lundi, mais aussi le soir du 31 décembre, Éric Berlivet endosse le rôle de DJ, chauffeur, animateur dans les rues de sa commune. Ne pouvant pas faire ses vœux comme d'habitude dans chaque quartier de la ville, il a décidé cette année d'équiper un camion de la ville pour annoncer la bonne année au balcon. C'est le rôle du maire, oui. Il faut le bien-être des habitants, les services, ça en fait partie. Donc certains trouvent ça un peu idiot. C'est pas grave, moi je m'en fous, le plus important c'est que les gens soient heureux, c'est ça le truc. On n'a qu'une vie, donc c'est déjà compliqué cette pandémie, donc si on peut au moins donner un petit peu de bonne humeur et voilà. Dans la remorque, ses adjoints, élus choristes et chorégraphes d'un soir, pas vraiment raccord avec les activités habituelles. J'ai une délégation adjoint aux anciens combattants, adjoint aussi aux commissions de sécurité, adjoint à la sécurité, donc un domaine très sérieux mutuellement. Pendant une petite halte, quelques rouchons rejoignent le camion pour profiter de la musique et des petits cadeaux distribués. Des vœux comme ça, on n'en voit pas tous les jours. L'initiative est plutôt bien appréciée. Je pense que c'était une bonne idée qu'il a trouvée là, par rapport au confinement. On ne peut pas trop sortir. J'ai jamais vu ça, mais bon, c'est pas mal, c'est bien, ça change. C'est original. Ça anime, ça met de l'ambiance. Et cela va durer comme ça encore toute cette semaine. De 17h à 19h, le maire va arpenter la vingtaine de quartiers de sa commune pour distribuer un peu de joie à près de 10 000 rouchons. Tout à fait autre chose dans l'actualité, la bibliothèque multimédia de Limoges, tout comme ses homologues de Lille, de Bordeaux, de Dijon ou encore de Lyon, va numériser plus de 100 000 pages provenant de la presse quotidienne régionale du XXe siècle. C'est toute la mémoire de nos régions qui est ainsi en voie de conservation numérique. Alain Druot de Sète à Limoges a suivi ce processus inédit, passionnant aussi, qui servira aux générations futures. Regardez. Effervescence assumée et maîtrisée dans les locaux de la bibliothèque, le pôle Limousin et Patrimoine prépare une nouvelle campagne de numérisation de la presse quotidienne avec la Bibliothèque nationale de France. Cette fois-ci, ce sont 100 000 pages qui doivent être préparées, vérifiées, voire réparées. C'est tous les titres régionaux, que ce soit le Populaire du Centre, l'Écho du Centre, le Petit Limousin, comme le journal que je suis en train de prendre en ce moment. Ça peut être la Gazette du Centre, et c'est toute période. Avant la numérisation, il y a tout un processus de sélection et de vérification des originaux. S'il y a des pages abîmées, on va les restaurer. S'il y a des manques, on va essayer de les retrouver par ailleurs, soit chez nos collègues des archives départementales, soit chez nos collègues des archives municipales, ce qui est plus rare pour les périodiques. Alors on a des produits en fait qui sont neutres, on va dire, et on va juste, en fait ça ressemble un petit peu à un morceau de scotch, mais ça n'en est pas vraiment. Ce n'est pas du scotch effectivement, c'est un produit qui va coller, qui va renforcer le document et qui va permettre, voyez, de prendre la page sans qu'elle se déchire de nouveau. Limoges a engagé il y a plusieurs années la numérisation des journaux locaux et c'est la qualité du travail et la réactivité des équipes qui ont séduit la BNF. On a pu s'apercevoir de l'intérêt de certains titres qui n'avaient pas forcément été identifiés au départ. Et en revanche, aussi compte tenu de la qualité de conservation de certains fascicules, on a été aussi obligé soit de renoncer à la numérisation de certains titres, soit de se reporter sur d'autres structures. Toutes ces publications seront progressivement consultables gratuitement sur le site gallica.bnf.fr. Et puis dans l'actualité, le Brexit et les territoires. Depuis l'entrée en vigueur de ce dernier, nombre de choses changent dans les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. C'est le cas notamment du programme Erasmus, où les conditions d'études pour les jeunes Européens vont être modifiées. TV78 dans les Yvelines a regardé pour vous les choses d'encore plus près. Et si vous êtes étudiant, ce reportage va vraiment vous intéresser. Regardez. Alexandrine est étudiante en journalisme, elle devrait être en Angleterre en ce moment. Covid-19 oblige, le pays est reconfiné jusqu'à début mars et depuis le 1er janvier, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Le Brexit est entré en vigueur. J'ai commencé mes études avant décembre 2020. Ça veut dire que j'ai juste à m'appliquer à un truc qui s'appelle European Settlement Scheme, qui me permet de rester à Londres, faire mes études et de vivre et de travailler à Londres ou en Angleterre. Mais les gens qui commencent
auront l'année prochaine en septembre. Ils n'auront pas le droit d'avoir un prêt étudiant pour les études. Ils auront besoin d'un visa qui coûte environ 400 €. Du coup, les écoles, les masters pourront vite fait passer à 30 000 € au lieu de 10. Plus tard, Alexandrine souhaite travailler au Royaume-Uni. Une envie que partage Zoé, étudiante en droit et anglais. Pour elle, qui devait partir en Erasmus en septembre, ce sera peut-être plus compliqué. Moi, j'aimerais beaucoup travailler en diplomatie, faire de la relation internationale, et j'aurais énormément aimé travailler en ambassade. Après, je pense que ce sera toujours possible, enfin j'espère en tout cas. Je pense que c'est un choix plus compliqué parce que justement, on n'a pas tous ces accords avec l'Union européenne qui permet à tous les travailleurs de bouger un petit peu n'importe où en Europe. Outre l'aspect professionnel et étudiant, le Brexit impacte aussi leur vie personnelle. Par exemple, si un proche souhaite venir les voir en Angleterre, il faudra désormais un visa. Actuellement, 150 000 Européens étudient au Royaume-Uni. Dans cette période de vœux, nous avons parfois affaire aux pompiers qui frappent à nos portes avec leur calendrier, souvent magnifique d'ailleurs. C'est d'ailleurs une profession plébiscitée et aimée par les Françaises et les Françaises. C'est aussi pour cela que nous partons à la rencontre de celles qui ont décidé de devenir, et oui, sapeuses pompières. Quand Manon, quand Audrey ou encore Maëlle sont seules à être aux commandes de la caserne de Lézignan-Corbière, eh bien c'est une journée très particulière pour elles. Un reportage sur place dans l'Aude de Via Occitanie, regardez. Audrey, Manon ou encore Maëlle, elles ont toutes choisi de devenir sapeuses pompières professionnelles. Aujourd'hui, elles sont une dizaine à être seules aux commandes de la caserne de Lézignan-Corbière. L'idée d'une journée 100% féminine est née de leur capitaine. C'est nécessaire de montrer que l'activité de sapeur-pompier volontaire ou le métier de sapeur-pompier professionnel est accessible à tous. Et la meilleure façon de le montrer, c'était d'armer une garde complète aujourd'hui sur le centre de secours de Lézignan avec une garde 100% féminine. Car plus qu'une journée entre femmes, c'est aussi un soulagement d'obtenir la confiance de leurs supérieurs. Si on est là, c'est qu'on peut le faire, qu'on nous fait confiance et qu'on ne doute pas de nos compétences et du fait qu'on puisse passer une journée entre femmes à assurer les interventions qu'il peut y avoir du quotidien qui peuvent se passer la journée. Départ pour un accident sur l'autoroute. Une voiture a percuté une sableuse. Des opérations toujours risquées qui demandent de donner le meilleur de soi-même. Une exigence d'autant plus importante selon ces femmes. Il faut être à la hauteur des hommes, voire plus, pour être valorisé en fait. Il ne faut pas montrer de défaillance ou quoi que ce soit. Une initiative qui résonne comme un soulagement pour la préfète de l'Aude. C'est quand même une question démocratique de se dire qu'à un moment donné, la majorité de la population est exclue d'un certain nombre de métiers ou de fonctions au seul prétexte qu'elle a tel chromosome ou qu'elle n'a pas tel chromosome. C'est quand même assez surprenant. Les pompiers de l'Aude comptent 30% d'effectifs féminins. Au niveau national, ce chiffre descend à 17%. Plus léger, mais gustatif dans ce JT, nous allons nous rendre en Corse maintenant. C'est l'année du bicentenaire de Napoléon et chacun à sa manière sur l'île de Beauté cherche le moyen le plus original de célébrer cet événement. Nos confrères de Corse Matin, vous allez le voir, ont déniché une pâtisserie d'Ajaccio qui a décidé de le faire d'une manière pour le moins très originale. Regardez. Cette année, pour le bicentenaire de la mort de Napoléon, donc au mois de mai, nous avons décidé de faire une collection de fèves essentiellement sur la famille de Napoléon Bonaparte, Joséphine. Mais nous avons aussi décidé de parler de Napoléon III et de sa femme, donc Eugénie, parce qu'ils ont fait énormément de bien pour Ajaccio et on trouvait que c'était normal de lui faire cet honneur. Tous les ans, nous faisons un thème différent, mais toujours sur la ville d'Ajaccio, sur les Ajacciens, soit des lieux chers à leur cœur, soit sur des personnalités de la ville, des clubs de sport, ou alors des personnages historiques. Si vous tombez sur la fève gagnante, c'est-à-dire la couronne de laurier de l'empereur Bonaparte, vous revenez avec votre fève, il y aura un tirage au sort le 31 janvier, et le lot, donc soit la bague en or rose avec un saphir violet, sera remise par Joséphine en personne.
C'est le moment de la rubrique Éco-Région dans ce JT des territoires. Bonjour Michel Picot, vous allez nous proposer le scan de 2 startups françaises qui pourraient bien changer la vie de personnes malvoyantes ou malentendantes quand la technologie vient en appui de nos vies, n'est-ce pas ? Bonjour Cyril, bonjour à toutes et à tous. Je sais que vous aimez les startups et leurs innovations. Eh bien, en voici 2. La première que je souhaitais vous présenter est à Bordeaux. Elle s'appelle Handsome. Elle s'adresse aux personnes mal ou non-voyantes en proposant des solutions de paiement par carte bancaire sécurisée. Je m'explique. 89% des déficients visuels ont été victimes d'une fraude ou arnaque lors d'un paiement avec leur carte bancaire chez un commerçant parce qu'il n'était pas possible pour eux de lire le montant et la validation de la transaction sur le terminal de paiement. Des commerçants aussi peu scrupuleux leur ont dit « Désolé, votre paiement n'est pas passé, il faut recommencer ». La personne malvoyante recommence donc l'opération et elle a donc été débitée 2 fois. D'où l'idée de cette start-up de créer une carte bancaire communicante avec son téléphone mobile. Cette dernière envoie un message au téléphone mobile de la personne malvoyante qui lui dira oralement « le paiement a été bien réalisé ». Un opérateur de carte bancaire devrait proposer ce service en 2021. Autre start-up, Roger Voice, qui s'adresse cette fois-ci aux personnes sourdes ou malentendantes qui ne peuvent donc pas téléphoner. Ils ont inventé une solution qui, avec de l'intelligence artificielle, permet de mettre à l'écrit les réponses de votre correspondant. Il suffit de regarder son écran pour téléphoner et dans certains cas, l'intervention humaine est aussi possible grâce au langage des signes. Quand la technologie peut améliorer la vie de tout le monde, sans exception, il faut le faire. Oui, d'autant qu'il s'agit de start-up et non pas de grandes banques pour le premier cas ou d'opérateurs téléphoniques pour le second cas. Ils sont là, nos héros, celles et ceux qui sauront changer le quotidien de tous dès aujourd'hui. Merci Michel Picot et rendez-vous bien sûr dans la prochaine édition du Grand JT des Territoires pour une nouvelle rubrique Éco-Région. Tout à fait autre chose maintenant, nous nous rendons en Bretagne où TVR est allé à la rencontre de chèvres qui sont d'abord des animaux adorables et qui nous aident aussi à recycler nos sapins de Noël. Étonnant, vous allez le voir avec ce reportage de Faustine Luneau sur place. Au contraire de la plupart de ses congénères, ce sapin de Noël ne finira pas entièrement broyé, mais plutôt mangé et recyclé. Devant le portail de la ferme Trotteur de Cœur, Mélanie Guérin et ses enfants se chargent de le récupérer pour le plus grand bonheur de leurs 11 chèvres qui s'apprêtent à goûter à ces épines. C'est plein de vitamines et d'oligo-éléments et plein de vitamine C. Même pour nous, pour nous c'est bon aussi. Mais il faut que ça soit donné raisonnablement. Ah là, ils ont tout mangé, il n'y a plus rien du tout. La famille Guérin avait entamé cette démarche l'année dernière avec les sapins de son entourage. Cette fois-ci, Mélanie a vu un peu plus grand en lançant un appel sur les réseaux sociaux. Depuis la fin des fêtes de Noël, elle a déjà récupéré une quinzaine de sapins. Les chèvres, elles ne mangent pas du tout le tronc et les branches. Donc il y a un paysagiste qui vient et qui broie ce qui reste. Après, lui s'en sert en paillage. Les chanceux qui viennent déposer leurs sapins au bon moment peuvent même aller l'offrir eux-mêmes aux chèvres que Mélanie a baptisé de petits noms affectueux. Alors ça, c'est Biquette et Caramel. Une façon pour la jeune femme de familiariser ses animaux avec de potentiels visiteurs, car elle ne possède pas que des chèvres et projette de transformer sa ferme en ferme pédagogique. Voilà, et puis les chèvres en Bretagne ne sont pas un exemple unique. Regardez ces images qui nous ont été envoyées par nos partenaires de LMTV Sarthe, où les chèvres sartoises ne sont pas du tout en reste. Elles aussi, elles nous aident à devenir plus éco-compatibles. Ceux qui pensent que nous avons 30 millions d'amis sur la Terre ont vraiment raison. Et puisque nous parlons de nos amis les bêtes, voici maintenant un reportage superbe qui nous permet un peu d'évasion. Il est tourné par les équipes de Vosges Télévisions. Oui, ce n'est pas le Grand Nord, mais les Vosges enneigées que nous visitons maintenant avec nos amis les chiens de traîneau. Vraiment fun et très spectaculaire ce reportage. Regardez. Les chats. Ok. Ça m'est venu moi un jour en regardant un film de Nicolas Vanier, donc il y a 15 ans. La semaine d'après on a acheté notre premier chien, et puis après voilà, c'était parti. Et il en a désormais 26, dont sur ces images Jazz, Vicky, Charlie, Snow ou encore Indy. Des chiens, petit retour en arrière, plutôt pressés d'aller s'oxygéner. Ce sont ce qu'on appelle de l'Alaskan Husky, donc c'est des chiens qui ont été croisés donc à l'origine à partir du husky pour améliorer ses performances, et c'est des chiens qui ont été faits vraiment pour la compétition. Ils ont besoin de courir, ils ont besoin de s'éclater dans la neige. Ils ont besoin et ils aiment ça, donc
ce serait même malheureux de ne pas les faire courir. Les chiens, s'ils sont parfaitement entraînés, bien, on va dire nourris correctement, on est capable de faire vraiment les meilleurs attelages mondiaux font 250 km par 24 heures. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Car à 33 ans, ce musher, dont ce n'est pas l'activité principale, il est brasseur, se rend régulièrement en Norvège. Et c'est pour financer tout ou partie de ses activités qu'il propose sur terre ou sur neige, ici à la chaume du Grand Ventron, des baptêmes. On a une demande folle et on n'arrive pas à répondre à la demande complètement parce qu'il y a trop de demandes, mais c'est sympa. Rien que le budget annuel des croquettes est plutôt conséquent, près de 15 000 €. Il en faut donc des baptêmes pour des clients en mal de sensations, mais jamais avares de questions. Antoine, comment ça se détermine un attelage chien de tête ? Alors les chiens de tête, on ne les choisit pas. Vraiment, ce sont des chiens qui sont vraiment un petit peu à part. Hein. C'est vraiment les chiens les plus intelligents, les plus obéissants. Ils font tous partie de notre famille. Voilà, nous on a 26 chiens, mais ce sont nos enfants. Alors pour une balade en famille à la chaume du Grand Ventron, comptez en moyenne une 60aine d'euros. Une balade qu'on voudrait bien terminer. Alors, à la prochaine. Et puis pour les plus frileux d'entre nous, ceux qui ont eu une sensation de froid après ces belles images des Vosges enneigées, voici comment se réchauffer grâce à l'orgeat. L'orgeat, c'est une boisson qui a remplacé le café après la guerre en France. Depuis, elle est totalement retombée dans l'oubli, mais en Côte d'Armor, un couple a décidé de la faire revivre. Reportage dans leur atelier de torréfaction de Mathilde Kemener de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Regardez ce reportage. Quand on en parle, quand il y a des anciens qui voient ça, disent « Ah, mais moi dans le temps j'en faisais » ou alors des souvenirs dans des pensions ou autres. Exact. Donc ça c'est intéressant. Donc en France ça avait été un petit peu oublié parce que c'est vraiment une boisson de guerre et d'après-guerre. L'orge est encore utilisée dans plein de pays. En Côte d'Armor, un couple a décidé de remettre au goût du jour le café d'orge. Alléché par l'odeur de la torréfaction, certains passants s'arrêtent dans cet atelier à Pleuc-l'Hermitage. Par rapport au café, j'ai trouvé que c'était une bonne alternative. Alors, d'ailleurs, on recherche derrière le goût du café, mais je pense qu'il faut effacer de sa tête le goût du café, mais c'est très agréable. La curiosité, et puis surtout de voir que c'est local, et en plus, en écoutant comment c'est fait, d'où ça vient, c'est vraiment très local. L'orge est produit en Bretagne, en agriculture biologique, et acheté à une malterie implantée elle aussi sur la commune de Pleuc-l'Hermitage, une véritable alternative locale au petit noir. On était restaurateur déjà dans la baie de Saint-Brieuc avec cette philosophie-là, la recherche du plus court, du plus simple et du plus efficace. Et c'est dans un livre de cuisine gauloise que j'ai trouvé une recette de café d'orge. Le couple propose aussi une infusion gourmande au sarrasin, ainsi que des graines de tournesol, des graines de lupin, toujours en circuit court, pour offrir une alternative bretonne à ces produits. Comme je vous le disais dans les titres, nous partons maintenant dans le Nord sur le tournage très spectaculaire de la nouvelle mini-série Germinal qui se tourne dans les Hauts-de-France et en pleine crise sanitaire quand même. Après Lille et Tourcoing, l'équipe du film a installé ses caméras dans l'ancienne fosse d'Arambert, près de Valenciennes. 30 ans après le film de Claude Berry, dans lequel jouaient Gérard Depardieu et Renaud, c'est une nouvelle adaptation. Une nouvelle super production avec 2400 figurants et plus de 700 costumes. Alexandre Roux et Olivier Schriffur de WEO Télé, la chaîne de la Voix du Nord, sont allés visiter le set de cette super production télé. Regardez. Des mineurs pioches et lanternes à la main, le visage marqué en marche vers une journée de travail. La fosse d'Arambert, fermée depuis 1989, semble reprendre vie. Germinal, la série, est en plein tournage dans les locaux de Creative Mine, une production à grande échelle qui rassemble notamment 2400 figurants, tous venus de la région. Mon grand-père me parle tellement de la mine quand il travaillait, tout ce qu'ils ont vécu, que je veux dire c'était un truc à vivre, quoi, pour pouvoir au moins essayer de vivre, parce que c'est pas vraiment ce qu'ils ont vécu, mais je veux dire au moins voir ce qu'ils ont vécu. Un budget exceptionnel est mis en œuvre, 500 000 € rien que pour les costumes, 1 300 000 € juste pour les décors. Les mines elles-mêmes ont été reconstituées après un mois de travail. Tout le challenge était qu'on puisse taper réellement dans les murs de cette vanne reconstituée. Et le polystyrène posait des problèmes, donc on a fait venir du charbon de Pologne pour qu'on puisse recréer des parois en vrai. Le musée de Leeuwarden nous a donné toutes leurs archives. Nous avons scanné un bon nombre d'archives.
Et puis ensuite, on a recherché, on a fait appel à une documentaliste aussi, pour les puits, pour les ascenseurs, pour que ce soit le plus réaliste possible. Germinal, c'est une œuvre littéraire écrite par Émile Zola, mais aussi un film sorti en 1993 et primé au César. Son réalisateur Claude Berry s'était déjà appuyé sur les locaux de Creative Mine, enclenchant même la transformation du site, un héritage lourd à porter. Il a fallu, nous, qu'on se réapproprie le lieu aussi pour le ramener à ce qu'est notre histoire à nous. Forcément, on part d'une même base, mais on est malgré tout dans une intention de mise en scène qui est forcément différente. Je pense qu'on a eu une facilité aussi, c'est que le lieu a évolué depuis 30 ans. Il n'est pas resté tel qu'il était. Je pense qu'entre-temps, il a été aussi grandement refait. L'équipe de Germinal passe tout le mois de janvier à Arambert. Le tournage complet prend fin dans 7 semaines. Une plongée dans le patrimoine du Nord qui donnera 6 épisodes de 52 minutes pour une diffusion sur France 2 à l'automne prochain. Attention, on va répéter. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition du Grand JT des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale sur vos chaînes de la TNT et sur TV5 Monde. On se retrouve bien sûr très vite pour une prochaine édition. Bon courage à tous, au revoir.